Je suis toujours aussi étonné de constater les mille et une idées reçues à propos de ce qui se passe lorsque l'on est dans un état de conscience modifié. Si vous préférez, quand on est en transe. Ça me fait penser à la phrase de Jeffrey Zeig qui disait au début, je me demandais ce que c'était que l'hypnose. Et puis maintenant, je me demande dans quoi n'y a-t-il pas d'hypnose. Alors pour que les choses soient claires pour tout le monde, laissez-moi tenter de vous les présenter de la façon la plus simple qui soit. Imaginez une échelle, l'échelle des états de conscience. Sur cette échelle, un seul barreau correspond à ce que l'on appelle la veille réflexive. La veille réflexive, à quel processus cognitif est-ce que cela correspond? J'écoute attentivement une conférence, je fais une opération de calcul mental, je tente de retrouver le texte d'un poème appris il y a très longtemps, je discute avec quelqu'un, je réfléchis à un problème quelconque. Oui, je réfléchis. Je suis sur le barreau de la veille réflexive et mon attention fait un angle acéré, pointu, orienté vers un sujet précis. Maintenant, je quitte le fil de la conférence, je regarde le plafond, je me laisse aller à une petite rêverie, ou alors je surveille fixement le bouchon de ma canne à pêche, ou encore j'imite la danse des derviches tourneurs, ou je regarde danser les flammes dans un feu de cheminée, ou plus simplement, je prends un bain chaud, je reçois un massage, je vis une séance d'hypnose, de sophrologie, de méditation, de mouvements oculaires et que sais-je encore. C'est fini. J'ai quitté le barreau de la veille réflexive. Mon état de conscience a été modifié ou s'est trouvé modifié par un son, une voix, une musique, une image, une sensation, un parfum, peu importe. Plus je m'abandonne à cet état de flottement et plus mon état de conscience se modifie. Alors laissez-moi maintenant vous expliquer deux ou trois autres choses. La première, c'est que nous ne décrochons pas tous de la même façon du barreau de la veille réflexive. Certains décrochent très vite, quasi instantanément, et d'autres s'accrochent, souvent par peur d'expérimenter le laisser-aller, le lâcher-prise, synonyme d'absence de contrôle, de maîtrise. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, nous ne nous retrouvons pas tous dans le même état de conscience modifié. Pourquoi? Eh bien parce que notre faculté à lâcher prise implique la modification de l'activité électrique de notre cerveau. Lorsque nous réfléchissons activement, notre cerveau a une activité électrique de type bêta. Dès que nous quittons la réflexion, l'activité électrique est de type alpha. Plus l'état de conscience est profondément modifié et plus l'activité électrique du cerveau est de type θ. Et enfin, si l'activité est de type delta, alors nous entrons dans le sommeil. Enfin, troisième point, très important, le nom donné à la technique qui modifie l'état de conscience, ainsi que l'état dans lequel nous fait nous retrouver cette technique, n'ont strictement aucun intérêt. C'est juste une question d'emballage, de décoration, de mode ou encore d'ego. La seule chose importante, c'est ce que l'on fait de cet état de conscience modifié. Que s'y passe-t-il? Dans quel but notre état de conscience a-t-il été modifié? Voulons-nous simplement nous détendre et apaiser les tensions du corps et de l'esprit? Cherchons-nous à déclencher une modification comportementale? À modifier l'impact d'une douleur? Ou alors avons-nous un objectif purement médical, thérapeutique? Désirons-nous ouvrir notre conscience à des modes de pensée plus larges que le mode de la pensée réflexive? Comprenez bien cela. Modifier un état de conscience, aider une personne à expérimenter ce que l'on appelle une transe, c'est relativement facile. Mais pour quoi faire? C'est là
qu'est l'enjeu de la démarche. La transe a toujours un but. Et le rituel de la transe, c'est-à-dire comment on y entre et qu'est-ce qui s'y passe, le rituel de la transe est toujours en cohérence avec ce but. Qu'il s'agisse d'initiation, de franchissement d'un rite de passage, et l'on en a des exemples aussi bien en franc-maçonnerie que dans des tribus ou des ethnies africaines, amérindiennes ou extrême-orientales, qu'il s'agisse de guérison ou encore de croyances religieuses et de nécessaires traversées d'une épreuve, ou encore d'un exorcisme plus tribal comme c'est le cas chez les Bushmen du Kalahari. Les modes d'entrée en transe, de même que les rituels vécus pendant la transe, sont innombrables. Alors oui, on peut se demander, comme Jeffrey Zeig, dans quoi n'y a-t-il pas d'hypnose?